Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Son Excellence Monsieur Georges Chicotte, qui est le ministre des Relations extérieures de la République d'Angola. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à notre émission. Merci. Monsieur le ministre, vous êtes ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, pour signer un accord que vous venez déjà de signer entre l'Union européenne et l'Angola. Cet accord, c'est toujours dans le cadre de Cotonou ou du partenariat Afrique-Union européenne, ou il y a quelque chose d'autre? Quelle est la plus-value de cet accord par rapport à l'Angola, évidemment? Oui, je crois qu'il faut tenir compte qu'il y a toujours eu un intérêt entre l'Union européenne et l'Angola pour avoir un accord qui pourrait naturellement guider les relations. Et naturellement que l'Angola est déjà signataire de l'accord des ACP et l'accord de Cotonou, pour lequel nous sommes membres. Mais donc dans cet accord, dans l'accord de Cotonou, dans son article 13, on a prévu également qu'on pouvait aller plus loin avec l'Union européenne. Donc vous savez que l'Union européenne a un programme d'aide à l'Angola qui atteint les 250 millions de dollars. Donc c'est un montant extrêmement important en ce qui concerne les domaines sociaux. Toujours dans le 10e FED, en fait. Oui, exactement, dans le 10e FED. Donc à part ça, il y a aussi une partie de cet accord qui est à voir avec les accords politiques. Donc ça veut dire que nous avons donc défini qu'en termes politiques, l'Angola et l'Union européenne, ils vont avoir une relation particulièrement privilégiée pour avoir des contacts réguliers, des conversations sur toutes sortes de thèmes politiques qui peuvent être d'intérêt commun. Donc nous considérons que c'est un accord extrêmement important parce que c'est bilatéral, ce qui veut donc dire que chacun aura la possibilité à la fois de soumettre les thèmes qui lui sont intéressés, mais aussi de faire des explications qu'il estime comme étant les plus valables pour tout thème qu'il y a. Donc je crois que c'est extrêmement important pour l'Angola que nous ayons donc ce privilège d'avoir cet accord bilatéral. Donc nous sommes presque à la veille des élections en Angola. Précisément cet accord, disons, c'est une sorte de, je dirais, d'accord de bonne foi. Hein? Effectivement. L'Angola accepte par exemple les critiques favorables ou pas spécialement favorables des organisations non gouvernementales par exemple. Oui, disons que l'un des progrès, vous savez que l'Angola a fait une histoire très longue et en fait ce que l'Angola veut dire c'est que nous n'avons plus rien à cacher, il n'y a pas des choses sur lesquelles on n'est pas confortable avec l'Union européenne, donc nous avons signé donc cet accord et nous pensons qu'à travers cet accord nous pouvons aussi dire aux Européens, à l'Union européenne, pourquoi est-ce que nous voulons telle perspective ou telle autre perspective par rapport aux problèmes que nous avons eu à affronter ou à résoudre au cours de toutes ces années. Donc je trouve que c'est un accord assez ouvert, assez bon pour l'Angola et pour l'Union européenne. Donc c'est ce qu'on appelle un accord gagnant-gagnant. Win-win, comme disent les Chinois parfois. Précisément parlons des relations Chine-Afrique, en effet, où donc évidemment l'Angola est un des partenaires, disons, importants de la Chine. Est-ce que cet accord avec l'Union européenne, ça peut, je dirais, pas mettre en péril, mais ça peut un peu déranger, par exemple, ses partenaires chinois? Non, je ne crois pas. L'Angola a toujours gardé de très bonnes relations avec tout le monde. Les relations entre l'Angola et la Chine se sont accrues au cours des dernières années. Vous savez que l'Angola avait invité l'ensemble de la communauté internationale, y compris l'Union européenne. Bon, la plupart des pays, ils sont allés un peu plus loin, mais aujourd'hui nous nous sommes rendus compte qu'il est important qu'on aille un peu plus vite, donc pour que l'on puisse effectivement ménager. Ce qui veut donc dire que ce qu'on fait avec la Chine, c'est sur la base d'un accord bilatéral entre l'Angola et la Chine, comme nous avons maintenant aussi cet accord bilatéral avec l'Union européenne. En fait, quand on parle, excusez-nous pour être un peu plus précis, quand on parle par exemple des accords avec l'Union européenne, normalement on parle souvent de l'aide publique au développement. Et concernant la Chine, ça a toujours l'air d'être un peu plus complexe. C'est comme si tout était mélangé. Dans l'expérience que vous avez, parce que vous avez une longue expérience avec l'Europe et aussi une expérience avec la Chine,
Est-ce que ça vous semble une analyse juste, la question que je viens de poser, ou les choses sont un peu plus complexes, j'imagine? Oui, mais disons qu'avec l'Union européenne, vous dites que nous avons un peu, en fait, c'est une aide publique au développement. Avec la Chine, ce n'est pas une aide publique au développement. En fait, avec la Chine a développé, a mis en place une ligne de crédit que l'Angola est en train de payer au fur et à mesure qu'on réalise des projets. Donc, business as usual. Business as usual, enfin, voilà, si ça participe pour le développement. Effectivement. Ah, ok, oui, bah, c'est bien. Eh bien, revenons maintenant, évidemment, à la question de CPLP. Vous venez de terminer la présidence de CPLP, donc la communauté des pays de langue portugaise. Évidemment, pendant votre présidence, il y a eu, malgré, disons, le succès de votre présidence, mais il y a eu un problème qui était le coup d'État en Guinée-Bissau, où vous avez été, je dirais, pas vous l'Angola, mais CPLP en tant que président, donc, virulent par rapport au coup d'État, ce qui est normal, oui. Et que, évidemment, quand il y a un coup d'État, les outils, nécessairement, de façon mécanique, en fait, on arrête les relations avec les auteurs du coup d'État. Mais en terminant votre présidence, au moment où il y a eu le sommet, il y a à peine quelques jours, oui. Comment n'a pas été possible de trouver un moyen de mettre sur la même table, pendant ce sommet, je dirais, le président intérim, donc Monsieur Serif Tamash, voilà, et l'ancien président de Guinée-Bissau. Monsieur Raymond Pereira. Oui, mais vous savez que la CPLP, pour nous, a été quelque chose de très important. La CPLP a été très claire en disant qu'elle n'était pas d'accord avec le coup d'État. Nous avons condamné le coup d'État. Et vous savez qu'il y a même des positions assez nettes en ce qui concerne l'Union européenne par rapport aux militaires. Les Nations Unies, dans l'accord, dans leurs rapports, le dernier, surtout la résolution 2048, ils sont quand même très clairs par rapport à la situation en Guinée-Bissau. Donc, il est tout à fait difficile pour nous de ne pas... exactement. Et ensuite, il y a aussi le fait que le président Raimundo Pereira et M. Carlos Gomes, ils dirigeaient la Guinée-Bissau, donc ils étaient reconnus par la CPLP. Il faut quand même que nous voyions aussi que l'Angola a aidé la Guinée-Bissau sur une demande de la CPLP au cours du sommet de 2010, lorsque nous sommes réunis à Luanda. Il a fallu qu'il y ait une présence militaire. Le MISANG, c'est ça, donc la mission de coopération angolaise auprès de la Guinée-Bissau, pour nos téléspectateurs. Et nous avions donc estimé que non seulement il fallait ça, mais il fallait aussi un autre accord avec la CEDEAO pour que l'on puisse résoudre la question de la Guinée-Bissau ensemble. Parce qu'il y a un plan... Question de sécurité, c'est ça, exactement, donc la fragilité. Exactement. Il y a un plan qui a déjà été établi en ce qui concerne la réforme du secteur de défense et de sécurité. Donc, ce plan, nous l'avons trouvé et nous avons commencé à l'appliquer. Et vous savez que soit on mobilise beaucoup de ressources et on peut faire ça en très peu de temps, ou alors on n'a pas beaucoup de ressources et on le fait dans la durée. Donc l'Angola, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avec le Nigeria, qui est un partenaire important, qui présidait la CEDEAO. Nous avons élaboré un mémorandum sur la coordination sur le terrain. Ils ont reconnu l'importance du mémorandum, mais on ne l'a jamais signé. On devrait signer cet accord pour que l'on puisse appliquer ces programmes qui, donc, en fait, devraient prévoir la réforme du secteur de défense et de sécurité, mais aussi prévoir la protection des institutions gouvernementales à Bissau pour qu'ils puissent travailler dans la dignité, dans la crédibilité, et aussi leur donner un certain soutien. Donc l'Angola
avait pu donner de l'aide sur le plan militaire. Il faut dire que pendant le temps que nous y sommes restés, nous avons donné des salaires, nous avons aidé sur le plan de santé et nous étions donc engagés d'abord sur le conditionnement de toute cette armée guinéenne. Ensuite, nous avons aussi détecté, ou bien nous sommes engagés à réparer 3 bases militaires que nous n'avons pas pu faire, mais c'était l'objectif. C'est-à-dire que ces 3 bases militaires allaient plus tard servir pour être l'endroit où la nouvelle armée qui allait être sélectionnée, qui devrait rester. Donc, exactement. Et alors qu'on prévoyait donc que les autres devraient sortir. Donc, la prochaine armée en Guinée-Bissau devrait être une armée relativement beaucoup plus réduite, environ peut-être 2500 hommes et peut-être plus 3000. Et donc, tous ces aspects sont déjà très bien étudiés puisque ce sont des choses qui ont été étudiées par les autorités guinéennes, approuvées par le Parlement guinéen. Donc voilà pourquoi, pour nous, ça a été une très grande frustration parce que lorsque vous avez un coup d'État, donc on met tout en cause et nos militaires se sont rendus compte que bon, ils ne pouvaient pas rester en Guinée-Bissau dans un environnement il y avait un climat de méfiance aussi à ce moment-là. Aussi fragilisé. Oui, bon, mais il n'y a jamais, ils ont travaillé très bien au départ. Mais vous savez que bon, notre armée, ce sont des 100 hommes. Bon, donc, ils avaient ce que nous on définit, si vous voulez, en termes de leur équipement. Ils avaient des voitures, je crois, des tanks et 4 voitures militaires, que pour l'armée guinéenne, ils avaient estimé que c'était trop. Mais pourtant, c'est comme ça que nos unités... de leur équipement, donc de notre armée. Donc ce qui veut dire que moi je crois que la question de leur question, ce n'est pas ces aspects de détail. Moi je crois que la question du coup d'État est devenue un peu plus claire avec les élections qu'il y a eu. Je crois qu'au cours des élections, ça a été très clair qu'il y avait des courants politiques qui ont manifesté, si vous voulez, une certaine hostilité en disant que c'était une honte, ça c'est une occupation. Donc pour nous, on se disait, bon, ben d'accord, si c'est comme ça, on se retire pour que l'on puisse voir un peu plus clair plus tard. Donc disons que nous avons à la fois respecté ce que nous on voulait, mais aussi ce qu'un certain nombre de Guinéens voulaient. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, cette situation de coup d'État ne permet pas une participation élargie au pouvoir politique. Elle ne propose pas quelque chose qui puisse donner une certaine confiance pour montrer qu'en fait, en Guinée-Bissau, le gouvernement n'est pas contrôlé par les militaires. Donc je crois que ça, c'est un très grand problème. En fait, j'allais revenir sur ce point. Précisément, j'ai eu l'occasion d'interviewer il n'y a pas longtemps, entre autres, le Premier ministre de transition, donc Duarte Barge, même le général Antonio Ndiaye, qui en effet m'a dit qu'à un certain moment, c'est le climat de méfiance. Bon, je résume évidemment. Mais comme vous venez de dire, en fait, vous, pendant cette présidence, surtout les derniers mois, hein, la CPLP, l'expérience de relation que l'Angola a avec Guinée-Bissau, qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est vraiment une histoire, comme je dirais, de frères, en effet. Donc voilà. Comment, je pense que d'ailleurs vous manifestez un peu cette frustration entre guillemets, évidemment, comment vous n'avez pas pu, pas imposer, mais suggérer pendant ce sommet, pour le dernier sommet de Maputo, sommet de CPLP, comment on n'a pas pu trouver ce qu'on appelle des astuces diplomatiques, en effet, pour vraiment avoir ce gouvernement de transition aussi, parce que là, là, on a exclu une partie. Et comme on parle d'accord inclusif, en fait, de gouvernement inclusif, il fallait, je dirais, forcer les deux parties d'être présents quand même. Je crois que on va y arriver peut-être. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en Guinée-Bissau, parce que je crois que seulement si on arrive là qu'ils pourront peut-être faire mieux. Si on n'arrive pas là, naturellement qu'il y a encore un problème. Donc, vous savez que le Mozambique a fait des invitations et naturellement, en ce moment, nous sommes encore sur cette période. Donc, la plupart des États de la CPLP ne reconnaissent pas
la situation qui prévaut actuellement en Guinée. Maintenant, je crois qu'il va falloir que la situation, le gouvernement intérieur en Guinée puisse effectivement donner des signes. Dégage en fait. Puisse donner des signes qu'on peut lui faire confiance sur ce que lui il veut faire. Eh bien, ils sont en train de nous écouter, donc j'espère qu'ils vont un peu aller dans ce sens, parce que je vois que vous êtes évidemment ouverts. D'ailleurs, vous avez beaucoup essayé, hein, même s'il y a eu un peu quelques ratages, en fait, qui est peut-être le seul ratage de votre présidence. Hein. Évidemment, il y a eu la question de Guinée équatoriale. Hein. On peut dire qu'une Guinée voilà, chasse une autre ou fera rentrer une autre. Donc Guinée équatoriale. Pourquoi par exemple on n'a pas accepté l'adhésion de Guinée équatoriale pendant ce sommet? En fait, la question de la Guinée équatoriale, c'est une question d'État. Moi, je pense que le processus, en fait... la Guinée doit pouvoir entrer dans les prochains... Parce que si cette PLP, disons, peut prétendre qu'ils peuvent influencer, par exemple, les pairs, donc les critiques qu'on fait à Guinée équatoriale, si Guinée équatoriale devient membre, peut-être que ça sera, disons, un peu plus... les choses iront un peu plus vite pour remplir les conditions. Tout à fait d'accord. Mais il faut quand même dire que la Guinée équatoriale est quand même un pays hispanophone. Mais elle a montré depuis très longtemps son intérêt d'entrer au sein du CPLP, ce qui est très bien vu. Et nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts. Moi, j'ai dirigé plusieurs missions. Donc, j'ai envoyé pendant mon mandat en tant que président du Conseil des ministres, j'ai envoyé des missions qui sont parties là-bas pour voir l'état de son adhésion. Et naturellement mais les rapports disent qu'ils ont fait beaucoup, mais il manque aussi un certain nombre d'aspects qui peuvent être considérés. Donc nous avons fait un rapport, nous avons discuté au sein du Conseil des ministres et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des choses, soit on est d'accord, ou alors on n'est pas d'accord. Mais on s'est rendu compte que peut-être qu'au cours des prochains mois, je ne sais pas, l'année prochaine, l'autre année, la Guinée devrait pouvoir entrer. C'est une question de prudence, mais enfin, il faut parfois forcer, comme j'ai dit, pour que ça puisse aussi aider ce partenaire à aller plus vite. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'avec la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, nous sommes tous ouverts, on est en train d'essayer de l'amener, mais on est en train de dire, mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On parle d'état de droit, mais ce sont des critiques, disons, qu'on peut faire, mais en état, et c'est un processus en évolution. Maintenant, revenons à la question, disons, vous venez aussi de terminer, vous allez terminer déjà la présidence de SADC, en fait, hein, donc des pays de votre région. Est-ce que, je dirais, pendant cette présidence, évidemment, il y a quelques jours, on a eu la question de l'élection de la présidente de la Commission d'Union africaine. Est-ce que, avec en gros tout ce que vous avez réussi pendant cette présidence de SADC, parce que vous avez été très actif, donc je dirais, il y en a certains qui disent que vous étiez même en train de prendre un leadership que des puissances comme l'Afrique du Sud et même, je dirais, par exemple, Nigeria, n'ont pas. Est-ce que l'élection de Madame Dlamini Zuma à cette présidence, c'est la cerise sur le gâteau dans cette dynamique de leadership? Non, je crois qu'il faut mettre ça d'une manière un peu plus générale. L'Angola a présidé la SADC. Il est vrai que nous avons travaillé beaucoup, mais ça a été un effort global de la sous-région. Tous les ministres des Affaires étrangères ou le secrétaire d'État des Affaires étrangères ont travaillé pour cette campagne. Nous avons eu effectivement les bénéfices d'être président au cours de cette période, ce qui naturellement nous a fait prendre des initiatives et aussi ça nous a fait savoir quels sont les partenaires auxquels on devrait partir. Et donc il faut quand même dire qu'au cours de cette campagne, nous avons visité les 54 pays du continent africain et nous les avons transmis
effectivement qu'il serait juste que l'Afrique australe puisse diriger l'organisation, puisque c'est la seule région et l'Afrique du Nord qui n'ont pas encore dirigé l'Union africaine. L'Afrique de l'Ouest a dirigé 7 fois, l'Afrique centrale a dirigé 4 fois, et donc on évolue. Donc c'était un désir de participation active. Disons que c'est ça, et donc ça c'est effectivement un moment où effectivement l'Afrique australe, nous nous sommes mis tous d'accord. Ça a été une campagne que nous avons menée de longue haleine, mais je crois que c'est la victoire de tout le monde, de tous ces collègues, mes collègues ministres de la région qui effectivement nous ont aidés. Naturellement que les contributions et les participations, même s'il y en a eu ceux qui en ont fait un peu plus, mais je crois que sur l'essentiel, nous sommes restés sur la même voie. Pour nous, l'objectif était de vaincre cette présidence pour que l'on puisse naturellement aussi contribuer mieux pour sur un certain nombre de dossiers en Afrique, notamment la Guinée-Bissau, le Mali, et le Soudan du Sud. Exactement, tous ces dossiers doivent avoir, si vous voulez, une certaine quelqu'un qui mène ces dossiers, c'est peut-être avec toute l'influence des présidents de la région. Maintenant, pratiquement, nous avons permis l'union de l'Union africaine. Je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut qu'on travaille ensemble. Le déblocage, en fait. Hein, donc. Mais par exemple, la question de frontière avec, par exemple, la RDC, la République démocratique du Congo, donc avec la question des réfugiés. Hein, donc, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Parce qu'il y a beaucoup de frustration, je dirais, du côté, par exemple, des RDC, de la frontière, du côté du Bas-Congo, en fait, qui disent oui, mais en fait, nous sommes frères, on ne comprend pas comment, en fait, on ne nous accepte plus. Et alors, voilà, donc, mais qu'est-ce que vous dites en tant que ministre des Relations extérieures? Je crois que nous avons eu une longue période d'instabilité dans notre région. Une longue période de guerre au cours de laquelle, pendant des mouvements de gens d'un côté comme de l'autre, ce n'était pas suffisamment contrôlé. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une période différente. Nous voulons effectivement savoir qui rentre, qui sort, et ensuite, pourquoi est-ce que nous avions à un moment donné jusqu'à 300 000 étrangers dans les régions dans lesquelles on exploite les diamants. Et lorsqu'on a vu la plupart des personnes qui étaient là-bas, il est vrai qu'il y avait quelques Angolais, il y avait quelques citoyens de la République démocratique du Congo, mais il y avait surtout des gens qui venaient d'ailleurs, de l'Afrique de l'Ouest. Bon, et donc, ce sont des questions extrêmement importantes. Puis si on ne les traite pas bien, ça peut pourrir et vraiment créer d'autres explosions. La première des choses, nous avons donc commencé à contrôler mieux les frontières, empêcher de faire en sorte que les gens rentrent n'importe comment, et ensuite mettre de l'ordre dans la région dans laquelle on exploite les diamants. Donc ce n'est pas un problème contre la RDC. Avec la RDC, nous comptons et nous voulons avoir de bons rapports. Et je crois que la question la plus inquiétante pour la RDC, ce n'est pas la frontière avec nous. Ce sont les problèmes que la RDC... Avec l'Est. Le Kivu, exactement. Aujourd'hui, vous avez un apport, disons, par rapport à une tentative de paix entre ces deux pays? Bon, je crois qu'il ne faut plus voir la question de l'Est en République démocratique du Congo comme étant un problème de seulement les deux pays. Nous avons essayé de voir la question sur certains angles et nous sommes aujourd'hui surpris que la question a repris. Donc cette reprise de l'issue des populations du Kivu ou alors des réactions militaires ou ces groupes rebelles qui surgissent doivent être vues sur une perspective globale. Il y a donc une conférence qui est prévue par la région des pays de l'Afrique de l'Est, donc les Grands Lacs, par le président Museveni qui a convoqué ce sommet. Nous espérons qu'au cours de ce sommet, ils vont certainement pouvoir nous donner un certain nombre de positions importantes que nous puissions soutenir. Mais sinon, la RDC est un membre de la SADC. La SADC est aussi prête
à étudier, analyser cette question en profondeur pour voir exactement quelle est la meilleure solution. Ensuite, il va falloir qu'on appelle l'Union africaine pour que l'on fasse ce problème un problème des Nations Unies. Mais il faut que tout le monde parte avec plus ou moins une même perspective, puisque... Question de paix et sécurité, donc vous êtes membre maintenant, non? Donc vous allez présider. En Union africaine, oui, nous sommes... Je vais, pour avancer, la question de sécurité précisément. Ça fait 10 ans que l'Angola est en paix. Hein? Espérons que ça va continuer, il n'y a pas de raison. Mais il y a ce qu'on appelle l'évolution de la question de sécurité à la sécurité humaine. Précisément un pays comme l'Angola, qui a une croissance à 2 chiffres depuis déjà quelques années, mais où il y a beaucoup de critiques en disant qu'il y a, disons, une mauvaise redistribution de ces ressources. Bon, à part un projet que je pense que vous venez de lancer qui s'appelle Boué, hein, c'est-à-dire c'est un projet de microfinance pour tous les Angolais qui décident de présenter n'importe quel petit projet. À part ce projet-là, quels sont les autres success stories, je dirais, au niveau de projets qui vont dans le cadre, dans le sens de la meilleure redistribution? Mais ça, ce n'est pas un problème. La question de la distribution ou la redistribution de la richesse, ce n'est pas un problème qu'on peut régler en une journée. Parce que l'Angola produit beaucoup d'argent. Donc l'argent rentre à l'État. Donc il faut quand même voir que la plupart des gens ont été affectés par la guerre, que ce soit en ville, que ce soit dans les villages et partout. Donc il y a effectivement maintenant le besoin de faire en sorte que cet argent qui rentre au sommet doit repartir au plus bas de la société. Parce que ce n'est pas un pays, l'Angola n'est pas un pays agricole, ou bien non, puisqu'on n'a pas pu pratiquer l'agriculture. En fait, un pays agricole. Oui, nous sommes, mais on n'a pas pu la pratiquer. Oui. Maintenant, il faut prendre l'argent au sommet et la ramener plus bas pour que tout le monde puisse participer. Donc, il faut du temps. Donc, la question essentielle, c'est que il faut quand même voir qu'au cours des 10 dernières années, nous avons réhabilité tout le réseau routier de l'Angola. Beaucoup d'infrastructures, en effet. Nous avons aussi réalisé beaucoup des chemins de fer. Toutes les infrastructures sont en train d'être mises en place. Ce qui veut donc dire effectivement que l'argent va venir de l'État pour aller au plus bas. Et il faut donc voir qu'au milieu de tout ça, il y en a ceux qui se sont enrichis. Il n'y a pas beaucoup qui sont devenus très riches. Il y a quelques-uns qui sont riches. Non, parce qu'il y a encore eu un article il y a quelques jours sur Financial Times qui précisément mettait le focus, évidemment, je dirais presque exclusivement sur ce point-là. Même si, évidemment, comme vous êtes en train d'expliquer très bien, c'est vrai qu'il faut du temps et beaucoup de ressources humaines aussi, parce que... Il y aura toujours beaucoup d'argent ailleurs, sauf au plus bas. Donc là, pour nous, la préoccupation du gouvernement, si vous regardez dans les programmes électoraux ou bien dans le programme du gouvernement, notre souci, c'est comment est-ce qu'il faut qu'on amène davantage de l'argent au plus bas niveau pour que les gens puissent avoir accès à de l'argent et pour qu'ils puissent produire davantage et produire de la richesse, mais aussi avoir de l'argent. Donc je crois que c'est quelque chose qu'on va réussir à faire. Peut-être lorsqu'on regarde aujourd'hui la question les objectifs du millénaire des Nations Unies, je crois qu'éventuellement d'ici 2015, 2017, on va faire des pas extrêmement importants. Saut qualitatif, vraiment. Et comme nous avons un certain nombre de secteurs qui peuvent continuer à soutenir notre économie, peut-être qu'on va même faire mieux qu'un certain nombre de pays qui ont déjà peut-être fait un certain nombre de pas importants dans le domaine social. Parce que sinon on arrive donc à faire en sorte que l'agriculture reprenne et que l'on puisse y mettre davantage de l'argent, donc il y aura une bonne partie de la population qui va pouvoir participer. Donc de quitter la mono-économie du pétrole ou d'autres, en fait, c'est ça? La question du pétrole aujourd'hui, le pétrole aujourd'hui n'est pas le seul, ou bien il est encore important, mais il n'est pas le seul porteur
au budget de l'État. Il faut quand même voir que les douanes fonctionnent à leur hauteur. Et nous sommes rentrés aussi dans l'agriculture avec force. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de projets agricoles sont peut-être des projets dans lesquels l'État met un certain poids, mais peut-être que plus tard, ils vont devenir, ils vont être soit appartenir aux communautés, mais ceci va faire en sorte qu'il y ait une bonne partie qui puisse participer. Donc la question de l'Angola est un pays très large, très vaste. Donc si on regarde seulement pour dire que oui, il y a très peu, mais si on prend cette équation, il y a 5 ans c'était plus, aujourd'hui il y a de moins en moins, et vous allez vous rendre compte que davantage, il y a de plus en plus de citoyens qui sont en train d'avoir. Donc on va relativiser évidemment par rapport à cette critique. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que vous venez de visiter ici en Belgique le vice-premier ministre Renders, ministre des Affaires étrangères. La Belgique, évidemment, c'est un pays qui a tout un tissu de petites et moyennes entreprises. Et en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire va dans le sens un peu de ce genre de conversation que vous avez. C'est-à-dire, même si vous avez déjà développé ça avec quelques pays de CPLP, comme le Brésil, par exemple, qui a une technologie, qui a une expérience en termes d'agriculture ou de l'agro-industrie, et d'autres aussi. Mais est-ce que, par rapport à la Belgique, parce que vous êtes ici, il y a eu quelque chose de spécifique qui peut aller, disons, dans le sens de ce que vous venez de dire, d'augmenter les chances pour les plus petits, en fait? Non, c'est vrai. Avec la Belgique, nous avons déjà une histoire de succès. Et nous avons réalisé à 4 reprises un forum entre entrepreneurs belges et angolais. Et il y en aura encore un qui va se réaliser l'année prochaine, que nous comptons préparer de la meilleure façon possible pour faire en sorte que, au cours de ces foires internationales d'entrepreneurs à Luanda, ou ici, mais celui sera à Luanda, il y ait, si vous voulez, une participation un peu plus élargie des entreprises à la fois angolaises, mais aussi belges. Eh bien, Monsieur le ministre, merci d'avoir participé à notre mission. Merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci. À la prochaine. Merci et au revoir, Monsieur le ministre. Au revoir, merci.